Bonjour à tous et bienvenue dans ce café des gestionnaires sur l'outil Bivouac qui a été développé par Aster. Du coup, pour rappel, les cafés des gestionnaires, c'est un format de partage de retour d'expérience qu'on propose à RNF, donc vraiment dans une logique d'échange de pair à pair. C'est très libre dans les thèmes, donc c'est aussi assez varié. L'idée, c'est que ça reste court, donc on se cale 1 heure d'échange, et puis qu'il y ait vraiment cette régularité. Donc, c'est tous les derniers jeudis du mois, de 14 heures à 15 heures. RNF propose un café des gestionnaires sur des thématiques variées. Donc, vous pouvez noter la date de manière récurrente. Et puis, si vous avez des idées de sujets à proposer, des choses que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe RNF. Donc pour ma part, je suis Florent Tabernet, je suis responsable des programmes au niveau de l'équipe RNF. Donc j'interviens beaucoup, notamment sur les sujets transversaux. Et puis je vais aussi appuyer l'animation de l'atelier montagne qui est en train de se structurer en ce moment. Donc vous verrez que ça a un lien avec le sujet du jour. Et puis notre intervenante d'aujourd'hui, c'est Marion. Du coup, Marion, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis conservatrice des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. Donc c'est en Haute-Savoie, en face du Mont Blanc. Et j'excuse donc ma collègue Juliette Buret qui a initialement devait faire cette présentation aujourd'hui et qui ne peut pas la faire. Voilà. Après, on a un peu suivi la thématique du bivouac cet été, donc parce qu'on était concernés. Donc je pense que je pourrais répondre à vos questions. Merci beaucoup Marion. Et du coup, juste pour repréciser le déroulé, donc Marion va présenter un peu son retour d'expérience pendant une vingtaine de minutes à peu près. Et puis ensuite, ce sera la place aux échanges de manière assez libre. N'hésitez pas à voilà, poser vos questions directement en levant la main, à les poser dans le chat. On essaiera Marion et moi, de jeter un œil sur le chat aussi. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Je fais le partage. Trop de- J'ai trop de fenêtres. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, là on est encore en format présentateur C'est pas passé en format et pas en plein écran. Tu sais, présentateur. on a les deux Ouais, diapos. Ouais. je vois. Ok. Intervertir, normalement, si tu vas sur les trois petits points, là, Et comme ça, c'est mieux ou pas? c'est complètement mieux. D'accord, parfait. Donc, je vais vous parler donc de la gestion du bivouac dans les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges et dans celle aussi des Contamines Montjoie, qui s'est mis en place en 2023 et 2024. Donc, petit aperçu de où ça se trouve. Donc, c'est en Haute-Savoie. Les réserves naturelles concernées, c'est la 6, la 7, la 8 et la 9. Donc, Contamine-Montjoie, c'est la 6 et 7, 8 et 9, c'est les Aiguilles Rouges. Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de Bérard qu'on gère sur un ensemble. Donc, les Aiguilles Rouges, ça fait 4 500 hectares et les Contamines, 5 500, enfin à peu près, approximativement. Donc, on est plutôt sur des réserves naturelles de superficie un peu importante. Après, il y a un glacier, enfin, il y a certains milieux qui sont plus ou moins fréquentés et d'autres moins fréquentés. Voilà. Donc là, c'est l'ordre du jour, mais vous le voyez, je ne vais pas le décrire plus que ça. La problématique bivouac et même fréquentation de manière générale, hein, mais c'est quand même des choses assez liées, mais c'est assez important dans nos réserves de montagne. Et c'est une pratique qui s'est beaucoup développée depuis 2020, depuis 2020-2021, donc l'après-Covid, avec des itinéraires très à la mode puisqu'on a donc de l'itinérance, par exemple pour le Tour du Mont Blanc. Donc les réserves que j'ai citées là sont concernées par le Tour du Mont Blanc, mais pas que. On a aussi vraiment une pratique du bivouac qui est un objectif en soi, qu'on n'avait pas trop, enfin, on avait beaucoup plus rarement avant le Covid et qu'on a maintenant qui s'est vraiment développé. Donc en termes d'impact, on le voit même voilà, sur des photos aériennes, on le voit sur le terrain. Au niveau des places de bivouac, c'est ce qui est le plus visible, où le sol et la végétation, en fait, elle peut plus repartir parce que c'est tous les soirs en fait, qu'il y a une tente qui se place au même endroit, puisque des zones plates, il n'y en a pas tant que ça.
Et comme ben, le sol est compacté, dès qu'il pleut un peu, l'eau stagne, du coup, voilà, ça tue la végétation. Donc, on a fait un peu une croix hein, sur ces quelques espaces-là. Et on a eu donc certains sites qui ont atteint le chiffre d'une centaine de teintes sur certains week-ends. Alors, c'est le week-end du 14 juillet, par exemple, sur un même site euh, en 2022. Et donc, on voyait bien hein, que ça augmentait, mais voilà, quand on voit autant de teintes, ça marque tout le monde, en fait, plus socialement. Il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi vraiment l'aspect social, le fait de se dire, mais en fait, on est sur un terrain de camping alors qu'on est en réserve naturelle. Voilà. En termes enfin, d'impacts qui sont liés au bivouac, c'est tout ce qui va être déjection et papier toilette, on en a partout, forcément. On a quelques déchets aussi qui sont abandonnés. C'est pas une majorité, mais ça revient. Ces 2 dernières années, on a eu des gens vraiment qui abandonnent ce qui les embête, quoi. Ils les laissent vraiment sur place. Donc, on a quelques cas particuliers. Quelques places à feu. euh, c'est relativement anecdotique, mais on en a quand même sur les zones les plus fréquentées. Voilà pour les pressions. Et donc ça, c'est des courbes de fréquentation qui montrent que ben, même donc 2020-2021, on a eu une augmentation, clairement. Là, il y a pas les courbes avant, mais on a eu clairement une augmentation. Et en fait, 2022, 2023, 2024, en fait, l'augmentation, elle se poursuit sur certains sites. Et c'est sur les sites, notamment qui sont déjà les plus fréquentés. C'est un phénomène vraiment de concentration. Parce que bah, c'est des sites Instagrammables avec des très belles photos qui circulent et du coup tout le monde veut aller là. Et donc là, bah, le premier, c'est dans les Aiguilles Rouges, l'accès au lac Blanc depuis la Flégère, où ben, d'année en année, ça continue d'augmenter. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc ça, c'est la fréquentation de manière générale, hein, mais c'est pas uniquement le bivouac. Bien entendu, tout le monde ne vient pas faire du bivouac, heureusement, mais ça suit, hein, ça suit un peu la tendance. Au niveau des types de gestion possibles, une fois qu'on a eu le constat qu'il fallait essayer de trouver des solutions de gestion du bivouac, on a fait une petite sorte d'analyse de qu'est-ce qui existe ailleurs. Donc, il y a certains endroits donc, où le bivouac est toléré avec certaines contraintes. Donc, nous, on a des horaires, par exemple. C'est le cas de pas mal d'autres endroits. On n'a pas tous les mêmes horaires. Nous, c'est 19h, 9h. Dans le Vercors, c'est pas pareil. En Vanoise, c'est encore différent. Euh, il peut y avoir quelques conditions de distance au sentier, par exemple, qui peut arriver. L'accord des propriétaires doit être demandé. Ça, c'est de manière générale partout. Mais bon, concrètement, les gens ne le font pas trop. Et puis après, il y en a d'autres qui interdisent le bivouac avec une tente ou un abri. Au Chêne du Jura, par exemple, ça fonctionne assez bien, mais pas trop quand il y a de l'itinérance. Donc, quand on est sur des itinérances d'une dizaine de jours, c'est compliqué au niveau de la sécurité. Et puis, donc, il y en a certains sur des aires de bivouac. Bon, là, c'est les gorges de l'Ardèche, on va dire, le site le plus emblématique au niveau des aires de bivouac. Et quelquefois aussi, c'est interdit sous une limite altitudinale. Donc, bah, on a une commune qui est concernée comme ça. En Italie, c'est pareil. Voilà, c'est une limite qui est mise dans la réglementation. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a tout un panel de choses qui peut se faire en termes de réglementation. Euh, et donc, nous, on a commencé par faire pas mal de concertations avec les acteurs pour présenter les avantages et les inconvénients de chaque mesure. Et on a choisi de faire une déclaration de bivouac. Donc, c'était une première étape en 2023. Euh, et donc, l'objectif, c'était donc d'informer les secteurs où il est un peu plus problématique de faire du bivouac et du coup d'informer aussi sur les secteurs où c'était toléré sans trop de problèmes. Donc, on avait un zonage quand même, des zones tolérées, des zones déconseillées. L'objectif aussi, c'était d'informer, d'expliquer la réglementation sur les horaires, sur bon, les bonnes pratiques par rapport aux lacs notamment, parce qu'on a des lacs d'altitude à proximité. En 2023, il n'y avait pas de valeur réglementaire. Comme je disais, c'était un peu la première étape et le premier test. Et pour que ce soit accepté, le choix a été fait de ne pas mettre de réglementation.
Et ça nous a permis aussi de comptabiliser, d'avoir un meilleur aperçu du nombre de tentes. Donc, c'était un outil Carto qui a été développé. On a eu l'aide de l'Office de tourisme de la vallée de Chamonix. Et ensuite, il y avait un formulaire, un Google Form avec des questions où les gens devaient répondre aux questions euh, sur les bonnes pratiques et la réglementation, hein, les questions. Et puis, une fois qu'ils validaient tout ça, qu'ils avaient vu la carte, donc où ils pouvaient se mettre, qu'ils avaient répondu aux questions, ils recevaient des infos par mail qu'on pouvait ensuite nous vérifier sur le terrain. Donc, même si ce n'était pas réglementaire, on allait vers les gens qui avaient prévu de bivouaquer, donc avec des gros sacs à dos, et on leur demandait s'ils avaient bien fait la déclaration, et s'ils ne l'avaient pas fait, ben, on leur demandait de le faire. Donc, même si ce n'était pas réglementaire, ça fonctionne globalement assez bien. Les gens sont OK pour remplir un truc sur leur téléphone. C'était via un QR code. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'interface avec les questions. Voilà, c'était des questions assez simples sur le feu, les lacs, avec chaque fois la bonne réponse qui était donnée. Et puis ça, c'est ce qu'ils recevaient après par mail. Ça rappelait les quelques règles principales. Et puis, on leur demandait. Bon, la première année, comme c'était pas réglementaire, on a assez peu demandé sur le terrain. Ceux qui nous disaient oui, oui, c'est bon, je l'ai fait, on vérifiait pas, euh, puisque c'était vraiment volontaire et qu'il n'y avait pas de quota, en fait. Donc, on leur faisait confiance. De toute façon, ceux qui l'avaient pas fait, on le voyait tout de suite. Ils disaient qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, on leur demandait de le faire. Via le QR code, ça a globalement fonctionné. C'est sûr qu'il faut avoir du réseau. Donc, quelquefois, ben, il y en a qui n'ont pas bien du réseau. Donc, on a essuyé quelques problématiques, hein, mais bon, globalement, sur les secteurs principaux où on a les problématiques, en fait, ça capte. Et puis, donc, en 2024, on a repris quand même, en fait, l'expérience de 2023, hein, qui nous a beaucoup servi, mais on l'a étendue avec un aspect réglementaire. Donc, si ça a pu être étendu dans ces deux réserves ou groupes de réserves-là, c'est parce qu'il y a eu une volonté locale, des élus essentiellement, qui étaient OK pour mettre en place ça. Ils sont OK pour mettre en place ça parce qu'ils reçoivent aussi beaucoup de remarques sur ces problématiques de fréquentation et de bivouac. Si on n'avait pas de problème, enfin, le territoire d'à côté, par exemple, je peux parler de la réserve naturelle de Passy, ils ont assez peu de problématiques de bivouac, ben, les élus ne sont pas partants pour mettre en place une nouvelle réglementation, quoi. Euh, c'est sûr qu'il y a des sensibilités de chaque élu à mettre en place des choses, mais disons que s'il n'y a pas trop de problèmes, ben voilà, c'est difficile d'argumenter, alors que pourtant Passy c'est juste à côté et que nous on serait plutôt partant pour qu'il y ait la même réglementation dans l'ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie pour de l'harmonisation. Mais voilà, on voit que c'est pas mûr et pour l'acceptabilité du système, on ne veut pas forcer la main et on laisse quand même le choix aux élus. Et donc voilà, je reviens sur cela. Donc, si on regarde les aiguilles rouges à gauche, là, donc toutes les zones rouges, c'est des zones interdites. Ça a été choisi de faire uniquement en juillet-août, qui sont les 2 mois de plus forte fréquentation. On a 4 zones tolérées avec quota en jaune. Donc, il y en a une toute petite, hein, et puis 3 un peu plus grandes. Et puis on a une zone montagne où elle n'a pas de quota, mais qui est ben, vraiment liée aux itinéraires d'alpinisme plutôt et d'escalade. Donc on a moins de monde en fait dans ce secteur-là. Il n'y a pas beaucoup de zones plates en plus. Bref, voilà. Et puis à droite, donc là c'est les contamines, où là c'est une zone assez grande hein, pour le coup, avec interdiction totale du bivouac. Et par contre, dans les contamines, il y a des aires de bivouac vraiment plus aménagées et identifiées, chose qu'on n'a pas dans les aiguilles rouges, puisqu'on n'a pas de zone plate assez grande pour faire ça, tout simplement. Et, euh, et voilà, donc là, un peu plus simple, entre guillemets, parce que c'est une zone interdite, alors qu'aux aiguilles rouges, c'est 5 zones tolérées. Mais voilà, ça s'est fait la même année en 2024. En plus de ça, il y a la baignade hein, qui a été interdite sur les aiguilles rouges et sur les contamines. Donc ça résume un peu ce que j'ai dit. Donc, dans les zones tolérées des aiguilles rouges, la réservation est devenue obligatoire en 2024. Donc, la réservation des zones jaunes et aussi de la zone montagne, et avec un quota donc par zone.
une capacité, quoi. Et donc, donc c'était un quota en nombre de tentes. Donc, une fois que le nombre de tentes était atteint, eh ben, les personnes ne peuvent plus réserver sur cette soirée-là. Ils sont obligés soit de réserver une autre zone, soit de réserver un autre soir. On a ouvert aussi à la réserve de Sixte, mais sans obligation. C'était voilà, un peu la première étape, comme aux Aiguilles Rouges en 2023. Bah, voilà, Sixte a fait son crash test en 2024. Euh, voilà, et au Contamine, bah, comme je disais, ils ont des aires de bivouac sur la Giette et la Rolle. Là. C'est les noms des zones. Voilà pour ça. Donc ça, c'est l'interface, à quoi il ressemble. Donc cartographique. Et puis, on vient cliquer sur la zone. Alors, c'est sûr que les gens doivent savoir se repérer sur des cartes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quelque part, on a peut-être un rôle à les éduquer là-dessus. C'est quand même important. Et puis bah là, on voit par exemple la zone des chaiseries, elle était atteinte, réservation complète au 38. Là, nous vous invitons à reporter votre venue, par exemple. Et puis ensuite, donc, on a repris l'idée du quiz qu'on avait fait l'année d'avant, en le réécrivant un peu et en ayant un peu plus d'humour. Et ça a hyper bien fonctionné. Il y avait au moins une réponse un peu drôle pour chacune des questions. Au niveau bilan, du coup, on a eu 25 000 visites du site, puisque donc c'était vraiment un site dédié, Bivouac Nature, Nature Haute-Savoie d'ailleurs, je crois. Bon, vous avez les chiffres, le nombre de flashs. La plupart le font depuis un smartphone. Donc ils pouvaient le faire. Bon, quelqu'un qui prépare sa rando en itinérance, il peut le faire depuis le site internet quand il prépare depuis son ordinateur. Mais sinon, c'est vrai que la plupart, ils voient le QR code à l'entrée de la réserve, en fait. On avait donc rajouté des panneaux avec flashé ce QR code pour pouvoir réserver, réservation obligatoire, réservation obligatoire. Tout le monde on a eu, bah, pour le coup, dans la vallée de Chamonix, on a eu pas mal de coups de main de l'office de tourisme, des remontées mécaniques, parce qu'en fait, on ne peut pas faire la com tout seul, on est trop petit, même si c'est Aster, et qu'on est nombreux, en fait, dans la vallée de Chamonix, on n'est pas assez visible pour le faire seul. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment quand même une adhésion des élus pour mettre un truc d'une telle ampleur, parce que pour nous, c'est quand même vraiment un gros truc, en place. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des réservations, bah, c'est quand même dans le massif des Aiguilles Rouges parce que c'était obligatoire. Contamine et Sixte, ils en ont eu quand même, mais en fait, du fait que c'est pas obligatoire, bah, les gens, il y en a plein qui le font pas. Donc, c'est à peu près 2 personnes par tente, un petit peu plus, parce que du coup, là, on a les chiffres 4000 tentes pour 8500 bivouaqueurs aux Aiguilles Rouges. Et les gens pouvaient laisser une remarque sur l'outil. Parce qu'on s'est dit, faut essayer de s'améliorer. Donc voilà, on va poser des questions aux gens. Et il y a eu pas mal de remarques positives. Pardon. Il y a eu beaucoup de remarques positives sur le quiz notamment et sur les messages à faire passer. Globalement, en fait, les gens comprennent bien qu'il y a de la sensibilisation à faire. Et ils le voient bien, en fait, du fait du nombre de personnes, que, ben, en fait, la gestion, elle devient un peu... elle est attendue, en fait. Le cadre est attendu, finalement. Alors, pas par tout le monde, hein, il y en a évidemment qui ne comprennent pas, alors que ça fait 20 ans qu'ils font ça, et voilà, c'est normal. Au niveau du temps de travail, ça a été quand même conséquent. Donc là, vous avez les nombres de jours de surveillance, mais bon, sur l'ensemble, hein, sur l'été. Mais en soirée, c'est donc 27 aux Aiguilles Rouges, 21 aux Contamines, sur les 2 ou 3 mois d'été. Donc ça fait quand même une grosse mobilisation sur cette période de l'année où on est déjà aussi très mobilisé en journée. Donc voilà, des agents assermentés, mais pas que. On a eu aussi des éco-gardes qui sont intervenus. Donc en soirée, nous, on intervient à deux, surtout que là, c'était vraiment quasi indispensable en fait d'être à deux. Les sites, en tout cas pour les Aiguilles Rouges, en fait, il y a 2 arrivées possibles. Et sinon, tu fais que courir si jamais tu laisses, enfin, si les gens commencent à s'installer alors qu'ils n'ont pas encore réservé et que c'est complet, parce qu'on a eu beaucoup de soirs complets. En fait, tu fais que courir. Donc, il fallait vraiment être deux, postés à chaque arrivée et arrêter tout le monde qui avait des gros sacs à dos. Donc, ouais, voilà, c'est conséquent. Et puis, du temps aussi de développement du site. Donc, le site est open source.
Alors moi, je pourrais pas vous en parler beaucoup parce que je suis pas la meilleure personne pour le coup, mais donc bah, Juliette a aidé et puis notre civiste aussi, Jules Griot, a beaucoup participé. On a développé ça grâce à un projet Fonds Vert, hein. On a voulu dès le départ faire en sorte que ce soit open source pour que d'autres gestionnaires de réserves ou même d'autres espèces protégées puissent reprendre la trame. Parce qu'au départ, bah, moi, je m'étais renseignée, les calanques, ils organisent, enfin, ils font un système de réservation. Je me dis, bah, si ça se trouve, je peux reprendre un peu on pourrait reprendre leur base. Et au final, ça s'appliquait pas parce qu'eux, ils ont que trois questions. Enfin, c'est vraiment hyper rapide leur système. Donc, on voulait quelque chose de plus conséquent avec le quiz, avec la carte, etc. Donc, ça marchait pas. Mais par contre, on s'est dit que voilà, s'il y en avait d'autres qui étaient intéressés derrière, ben, il fallait pas refaire le travail une deuxième fois. Enfin, il y a forcément une adaptation locale à faire, mais en tout cas, si la base peut resservir, bah, c'est tant mieux, c'est toujours ça de gagner. Le bilan global, alors là, c'est plutôt le mien, c'est plutôt sur les aiguilles rouges parce que c'est plus difficile de parler d'un site que je connais moins. C'est qu'on a eu assez peu de bivouacs sur les zones interdites. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que on a permis de préserver un peu de zones de tranquillité pour la faune et de la végétation aussi, sur certains secteurs qui commençaient à être en augmentation de fréquentation. Bah là, on l'a quasi stoppé grâce à ce système. On a limité le nombre de tentes sur un site, le site qui avait le plus de problèmes, on avait atteint les 100 tentes. Donc là, c'était limité à 35 et on avait finalement pratiquement jamais plus que 35 parce qu'il y en a qui réservent alors que finalement, ils ne viennent pas. Et donc, même s'il y en a qui arrivent tard, qui sont épuisés, on ne peut pas les renvoyer ailleurs. Finalement, on dépassait pratiquement jamais les 35. On était plutôt à une trentaine de tentes par soir. Ce qui, pour le secteur, sachant que c'est un peu grand, c'est pas rassemblé, hein, ça nous paraissait assez correct, quoi. On a eu quand même quelques reports du fait que c'était complet. Il y en a qui vont ailleurs. Et notamment bon, bah, dans d'autres, en dehors de la réserve, donc ça, bon, c'était cool, c'était tout ce qu'on voulait. Et par contre, on a eu donc sur une autre zone tolérée qui était limitée à 15 tentes, ou plutôt il y en a d'habitude 5 par soir, bah là, on a eu plutôt 10 tentes par soir, quoi, un peu plus que d'habitude. Et puis sur la zone montagne aussi, qui n'était pas souhaitable, on ne veut pas faire aller les gens là-haut, plus haut en altitude, mais on a eu forcément un petit peu de report de ce fait-là et qui est difficile à gérer, quoi. Alors on a très très peu communiqué hein, sur la zone montagne. On ne voulait pas qu'il y ait des gens qui choisissent cette zone. Mais bon, forcément, elle était quand même réservable. Quelques interpellations un peu délicates. Bon, quand c'était un peu délicat, on les laissait s'installer où ils voulaient. Il ne fallait pas non plus à tout prix vouloir faire respecter quelque chose si ça mettait en danger les agents, tout simplement. Mais globalement, une bonne compréhension, comme je disais tout à l'heure. Euh, L'outil a été plutôt bien apprécié. On a quelques adaptations à prévoir pour 2025 pour la facilité d'utilisation essentiellement. On a eu deux fois des soucis de bugs. Alors quand c'est une réservation obligatoire, les bugs c'est compliqué. Quand c'est volontaire, bah, c'est pas grave. On est là, ok pour les gens. Mais quand c'est un système obligatoire, faut essayer de gérer le bug assez vite. Heureusement, on a pu le faire parce qu'en interne, on a un civiste qui avait la main sur la partie programmation. Et quand ça arrive un vendredi soir, ça arrive une fois. Bon, ben là, on sait qu'il y aura des gens qui nous disent après, bah, j'ai voulu réserver, j'ai pas pu. Bon, voilà, après, c'est comme ça. Une bonne compréhension globale des pratiquants et ben, un peu plus de personnes, enfin, même beaucoup plus de personnes sensibilisées, puisqu'il y avait cette obligation, en tout cas sur les aiguilles rouges, de passer par le site. Et en plus de ça, donc, on allait, les 27 soirées, on était sur le terrain, on allait voir tout le monde avec des gros sacs à dos. Alors d'habitude, ceux qu'on va voir avec des gros sacs à dos, on leur transmet les bonnes pratiques. Alors que là, comme ils sont passés par le quiz, on estimait que normalement, c'était bon, quoi. Ils le savaient. On a eu quand même beaucoup moins de problématiques d'horaire que d'habitude. Donc ça, c'est positif aussi. Je ne l'ai pas mis, mais bon, après, il y a quand même quelques personnes qui l'attendent trop tôt alors qu'ils ont réservé, qu'ils ont très bien vu, mais voilà, tu sais pas pourquoi. Après, c'est comme ça. Et ça montre un peu les infractions. Donc, alors, comme on a été un peu plus nombreux en 2024,
on relève aussi plus d'infractions. Et c'est juste pour voir, pour vous voyez la courbe du camping. Donc, infraction camping, c'est le non-respect des horaires. Au final, on a eu plutôt une augmentation ces 5 dernières années et là, ben, plutôt une stagnation. En 2024, on n'a pas eu plus d'infractions camping alors qu'on a eu une augmentation sur tous les autres infractions. Donc, ça montre que ça a plutôt fonctionné. Euh, voilà. Et puis ça, c'est un peu une analyse globale. Ça reprend un peu certaines choses que j'ai déjà dit hein, sur, sur l'outil et le système. Euh, Ça nous a permis d'avoir des meilleures connaissances puisqu'on a du coup un enregistrement, un nombre de tentes, un nombre de personnes qui s'inscrivent. Et donc ça nous donne de la donnée quantitative en tout cas. Donc expérimentation et concertation, il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, et donc plutôt positif, hein. Enfin, tout le monde est plutôt partant pour poursuivre, adapter les petites choses qui ne fonctionnent pas trop, mais et poursuivre. Voire même hein, certains territoires vont l'afficher. Ben voilà, nous, on a mis ça en place avec le gestionnaire de la réserve. Donc ça, pour nous, bah, c'est chouette. Quand on entend ça, c'est plutôt accepté, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Les services de l'État ont été impliqués via les arrêtés préfectoraux. Ils ont été plutôt assez réactifs. Donc ça, c'est chouette. Bonne mobilisation des équipes, ça, on en a eu besoin. Et dans les faiblesses, bon, c'est les moyens pour la communication. C'est sûr que ça, on a été aidé par d'autres organismes, mais c'est sûr que tout le monde n'est pas au courant toujours, quoi. Et, et c'est ça qui peut créer de la frustration ou des problématiques sur le terrain. C'est des personnes qui n'ont pas eu l'info, en fait. Et du coup, qui ne comprennent pas qu'ils soient obligés d'aller faire 1 heure de marche en plus pour sortir de la réserve. Bon, manque de moyens en avant assermentés, mais ça, je pense que c'est commun, beaucoup de réserves. Maintenance du site pendant les week-ends. Ouais, donc là, c'est en lien avec le problème que je disais qu'on a eu une fois. La gestion des réservations, c'est quand même chronophage euh, parce que bah, nous, notamment, on regardait si c'était complet ou pas. Alors, c'est aussi parce que c'était la première année, hein. Je pense que l'année prochaine, on gérera plus facilement, mais donc voilà, donc en amont, il fallait vérifier sur si c'était complet ou pas. Et après, en fait, sur le terrain, d'aller interpeller, entre guillemets, tout le monde pour leur demander s'ils ont bien fait la réservation et qu'ils nous la montrent. Il fallait vraiment qu'ils nous la montrent pour le coup cette année, puisqu'il y avait beaucoup de soirées complètes. Il y avait des gens qui essayaient quand même, ils avaient réservé un autre soir ou ils avaient réservé un autre secteur, ils essayaient quand même d'aller dans le secteur complet. Il y en a eu pas mal, voilà, ils essayent. Donc, il fallait vraiment faire du contrôle, quoi. On n'avait pas trop le choix. Voilà, en opportunité, solution de gestion assez innovante, un meilleur ancrage territorial, ouais, voilà, comme je disais, avec le lien avec les acteurs. Euh, Plutôt une bonne acceptabilité des pratiquants, une diminution des impacts, oui, j'en ai parlé un peu, mais c'est quand même ça le plus important. Voilà, et puis bon, un des soucis, c'est qu'on n'a pas encore d'homogénéité de réglementation, pour le moment en tout cas, et que c'est lié à la décision locale des élus. Mais bon, on n'a pas pris le parti de faire comme ça pour l'acceptabilité. Je crois que c'est ma dernière diapo. Ouais. Là, vous avez nos contacts à Juliette et à moi. Et puis voilà, Eh ben, ça va. merci, ouais, merci beaucoup Marion pour tout ça. Et ben place aux questions hein, maintenant. N'hésitez pas. Du coup, si vous avez des questions, c'est toujours les premières les plus difficiles. Vous pouvez écrire aussi dans le chat. Hein, n'hésitez pas si vous voulez qu'on relaye ça. À la limite, moi j'en ai une pour lancer. Est-ce que là tu parlais d'un impact positif dès la première année, en fait? Vous avez suivi un peu ça d'un point de vue écologique? Enfin, vous aviez des. Non, alors on n'a pas mis en place de suivi particulier, mais c'est pour une zone interdite aujourd'hui.
où il y a vraiment eu très très peu de bivouac cette année. Et du coup, ça fait déjà de l'espace, puisque en plus, c'est des lacs, donc point d'abreuvement potentiellement pour la faune. Enfin voilà. C'est pas de l'impact positif observé, mais c'est de la non-pression observée, et du coup, on s'imagine que c'est un impact positif. Mm. Mais bon, c'est sûr qu'on pourrait mettre des placettes de suivi de végétation potentiellement en place sur certaines zones, enfin sur des zones qui a auparavant été régulièrement utilisées pour le bivouac et qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Après, c'est quand même toujours un peu lourd parce qu'il faut être sûr d'avoir la placette témoin, la placette machin. Euh, on l'a pas fait. Voilà. Je Ok, sais pas non, sur mais mon... c'est plus sur l'observation des pressions, du coup, vous avez Ouais. ce ressenti là, ouais. Ok. Mm, mm. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui sont peut-être, enfin, qui sont amenés à se poser un peu ce type de questions et à avoir cette problématique bivouac, peut-être dans des contextes de montagne, mais aussi peut-être dans d'autres contextes où ça peut se poser de manière assez différente? En tout cas, ta présentation était hyper claire, du coup, s'il n'y a pas de questions. Alors, un autre avantage de l'outil Carto, c'est que par exemple, à proximité de la réserve, on a des refuges qui sont hors réserve, mais voilà. Et donc, les gens peuvent avoir envie de se mettre, de bivouaquer hors réserve, mais à proximité du refuge. Et donc, on peut mettre un petit pop-up, c'est-à-dire si la personne elle clique dessus ou elle passe sa souris dessus, eh ben, elle voit que, il faut contacter le refuge, par exemple, pour savoir s'ils peuvent le faire. Parce que ça, bon, en fait, on peut voir, on peut faire un peu du cas par cas avec des acteurs pour mettre leurs infos sur notre site. Alors, on ne veut pas démultiplier les choses, ça reste une entrée bivouac et pas commencer à mettre tout et n'importe quoi parce que sinon ça se perd. Mais en tout cas, ça participe aussi du coup à l'acceptabilité globalement quand on peut faire ça. Oh, je continue, hein, mais Vas-y. n'hésitez pas, hésitez pas aussi à lever la main au fur et à mesure. Les quotas, justement, vous les avez définis sur quelle base? Comment vous avez décidé que c'était 10, là c'était 15? La connaissance de terrain sur chaque site, on voit à peu près ce que ça donne s'il y a 15 tentes et s'il y en a plus. Ou, c'est ça. En gros, s'il y a 15 tentes, ça se met à peu près sur les mêmes places plates. Et si on va au-delà, et ben, en fait, les gens vont quand même s'installer, même si c'est pas plat. Donc, enfin, l'endroit où on a eu les 100 tentes une soirée, il y avait je sais pas comment ils ont fait pour dormir. Mais ils s'y mettent quand même, quoi. Et du coup, les emplacements permanents, plats, on a fait une croix dessus, voilà, comme je disais, on sait qu'ils seront dégradés et on prévoit même pas de faire de la restauration, parce que de toute façon, ça sera dégradé tout de suite après. En tout cas, tant qu'il y a du bivouac. Euh, mais par contre, l'objectif, c'était de préserver le reste. Et du coup, ça a été fait sur cette base-là. C'est encore un test. Enfin, en fait, les arrêtés préfectoraux, ils sont faits exprès, ils sont vraiment annuels pour pouvoir les modifier en cas de besoin. Et si on diminue, là, j'ai une réunion la semaine prochaine sur ça. Et sur un site, voilà, est-ce qu'on garde 35, est-ce qu'on diminue à 30? Et si ça permet d'apaiser certains trucs, peut-être on diminuera à 30. Voilà, c'est encore, c'est adaptable en fait. Voilà. Et voilà, ça s'est fait sur la base de la connaissance des terrains, des secteurs où il y a habituellement du bivouac, quoi. Au niveau des professionnels, on a pas mal de gens qui encadrent des groupes. Et donc là, comme c'est une réservation partante, ça veut dire qu'il faut le faire plusieurs fois. Enfin, c'est une fois par nombre de tentes. Donc il y en a un peu qui nous ont demandé, ouais, est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter les choses et tout ça? Et donc ça a été réfléchi pour quand même, une fois que tu as déjà fait une réservation, que la deuxième soit un peu plus rapide. Mais mais on n'a pas pris le parti de faire vraiment une facilitation pour les pros, parce qu'en fait, donc, nous, dans la vallée de Chamonix, il y a des choses qui se réservent. C'est l'accès au Mont Blanc, par exemple, ça se réserve. Donc les pros ont l'habitude de ça et ils ont des places
en tant que pro. Donc voilà, est-ce qu'on rentre là-dedans ou pas? Et donc là, le choix pour le moment, ça a été de ne pas rentrer là-dedans. Ils sont pas très nombreux finalement les pros à bivouaquer sur ce secteur-là, parce que finalement, ils vont plutôt en refuge. Donc, on n'a pas eu trop de retours négatifs, entre guillemets, et ça a l'air, pour le moment en tout cas, de fonctionner. Après, bon, parce qu'il y en a encore des places cette année, je ne sais pas trop. Les gens réservent maintenant beaucoup plus à l'avance. Si ça se sait et que du coup c'est complet un mois à l'avance, là par contre ça pourra attendre en fait le fait que ce soit complet très tôt. Là c'était complet au cours de la saison, c'était complet 2 ou 3 jours avant. Donc, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais bon, disons que si les personnes anticipent, elles ont de la place normalement, quoi. Tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce qu'il y a des évolutions sur les déchets avec la sensibilisation? Attends, je lis tout. Vous avez fait de la sensibilisation et des proportions par rapport aux gens qui font leurs besoins partout en laissant des traces. Alors, on fait de la sensibilisation sur le papier toilette. Sur le reste, non, c'est pas évident. Alors, enfin, le site principal, il y a un refuge qui est pas très loin, donc ça limite un petit peu, on va dire. Il y en a quand même qui vont faire leurs besoins plus haut. Mais est-ce qu'il y a une évolution sur les déchets? Ben, ça serait difficile à dire, hein. On en a encore quand même beaucoup, malgré la sensibilisation, malgré le quiz qui parle de ça. On a des déchets papier toilette et puis on a, bon, à la limite, ça se dégrade. À cette altitude-là, ça se dégrade pas très vite, mais bon, à dire que ça se dégrade. Mais on a aussi beaucoup de lingettes, beaucoup de choses qui se dégradent beaucoup moins facilement. Et donc, ouais, c'est quand même un souci qui n'est pas réglé. Et puis là, depuis 2 ans, on a un autre souci, mais là, c'est complètement hors sol, c'est qu'on a des gens qui abandonnent tout. C'est-à-dire qu'ils laissent leur tente, leur duvet pourri. Enfin, c'est que des choses de très basse qualité. Et ils nous laissent. Enfin, ils nous le laissent parce que c'est à nous de redescendre tout. Donc, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2, 3 par an. Mais quand on doit tout redescendre, et bien là, ça, vraiment, on a la haine. C'est vraiment pas agréable. Nouveau phénomène, c'est parce que c'est un lieu Instagrammable, comme je disais tout à l'heure, et qu'on a vraiment un nouveau public, hein, donc heureusement, ça reste rare, mais ça a augmenté ces dernières années et c'est du déchet pour le coup, parce que c'est vraiment pas des gens qui sont perdus ou qui... voilà, enfin, on a contacté le PGHM, non, il n'y a rien eu à ce niveau-là. En fait, ils sont juste redescendus en laissant tout en plan. Alors peut-être qu'il y en a eu qui ont eu froid, peut-être qui sont descendus en pleine nuit, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont pas remontés chercher le matos le lendemain et on a eu tout à redescendre. Voilà, donc quand même quelques problématiques d'échec. Il y a un collègue du Saint-Barthélemy. Oui. Elle dit, on t'entend pas, pourtant ton micro a l'air ouvert, mais il y a peut-être un... Moi, tu m'entends pas? Non, non, on n'entend Ah, pas, ah non, pardon. on n'entend pas le collègue. Oui, je n'avais pas vu que c'est toi qui parlais fort. Toujours pas, désolé. C'est peut-être tu sais, les histoires de sortie audio, là, enfin d'entrée audio. Euh, Bonjour, Oui, bonjour j'ai Andy. une petite question en attendant que le collègue règle ses problèmes de son. Donc moi je suis Marc du parc de la Vanoise. Il y a juste peut-être revenir sur quelque chose que j'ai pas forcément bien cerné, sur le nombre de personnes en pleine saison qui va dépasser la jauge, donc qui est pas allé faire la réservation et qui va dépasser du coup la jauge. Donc je sais pas trop dans quel sens formuler ma question, mais peut-être en termes de communication, est-ce que on arrive à toucher tout le monde? Est-ce qu'il y a quand même une proportion des gens qui montent là-haut et qui savaient pas, qui sont de bonne foi mais qui savaient pas? Et est-ce qu'il y a beaucoup de jours dans la saison où finalement cette jauge elle a été dépassée? Euh, Alors, elle a été dépassée 37 soirs sur 60, donc c'est plus de la moitié, sur un site, sur le site en question, là, bon, ça s'appelle les Chèvreries. Bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais n'y allez pas. Non, je plaisante. Euh, et,
et 14 soirs sur un autre site. Donc ça, c'était, voilà, comme je disais, souvent 1 ou 2 journées avant, c'était complet. Donc il y a plein de gens qui montent ne sachant pas que c'est complet, évidemment. Enfin, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrive pas à communiquer suffisamment auprès de tout le monde. Il y a plusieurs sentiers d'accès. Enfin bon, c'est voilà, mais comme plein de secteurs, je pense. Et donc, quand on était sur le terrain, bon, quand on n'est pas sur le terrain, voilà, j'imagine que les gens ils s'y mettent et on est quand même à un peu plus mais et encore, hein, du fait qu'il y a des gens qui viennent pas, finalement, je pense qu'on est peut-être à 35, 40 ans, peut-être certains soirs, mais pas beaucoup plus. Et quand on y était, donc on prévenait les gens de la nouvelle réglementation et on leur demandait en premier lieu de sortir de la réserve, puisqu'il y a un site à 1 heure de marche à peu près, hors réserve, sur lequel il y a plutôt de la place. Voilà, la seule chose, c'est pour ceux qui sont vraiment épuisés. Ça arrive. On voit qu'ils ne pourront pas faire 1 heure de plus. Donc, on avait un petit site de repli, c'est-à-dire qu'il était dans le secteur où normalement ça ne devait pas dépasser 35, mais moins visible. Et du coup, c'était le petit truc sympa pour leur dire, bon, ok, allez vous mettre là. Voilà. On l'a fait quelques fois. C'était convenu entre nous. En fait, on avait à peu près tous la même, enfin, on avait tous même le même discours sur comment on fait avec des gens, une famille, où vraiment on voit bien qu'ils pourront pas aller plus loin, comment on fonctionne, quoi. Et voilà, à part quelques interpellations plus compliquées, ça a été quand même assez rare finalement. Ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Et sur les chiffres de fréquentation des années précédentes, comment est-ce que vous avez consolidé ces chiffres, sachant qu'il n'y avait pas de système de réservation Alors, l'année dernière, du coup, il y avait un système de déclaration. Du coup, on avait quand même certaines personnes qui déclaraient leur tente. Mais c'est sûr que c'était moins précis, hein. Là, la réservation obligatoire fait qu'on a quand même une meilleure idée du nombre de tentes et de personnes, puisque du coup, ils doivent dire par tente combien de personnes y seront. Donc voilà, ça permet de comptabiliser. Après, c'est jamais exhaustif, hein, puisqu'on a tout ce Ah. qu'on a. Non, mais les courbes qu'on a vues tout à l'heure, en fait, c'était les Ah, infractions, c'est pardon. ça? Ah oui, alors donc il y avait une courbe de fréquentation qui est liée aux éco-compteurs, c'est un éco-compteur, Ah, et d'accord. les chiffres des infractions, c'est ceux qu'on relève Oui, sur d'accord, le ok. terrain. Oui, pardon, je sais pas. Ok. Et il y a Chastres-Sancy qui ont eu le même problème de bivouac abandonné. Ah ouais, et ben merci pour l'info, je pensais être un peu seule. Dans ce cas-là, je me sens moins seule. Et du côté des Pyrénées, ça marche mieux. Alors, je sais pas si ça marche Oui, maintenant. Ouais. Ah, carrément. Bon, du coup, moi, je me posais la question parce qu'on est sur, je pense, un peu la même configuration de site parce que nous, c'est bivouac autour des lacs qui sont minimum 2h30 de marche. ah oui. Donc, pour aller faire du contrôle. Ah oui, c'est plus. Non, nous, c'est un peu moins. Mais Ouais. bon, bref. Mm. Mais du coup, votre stratégie pour choisir, vous y êtes systématiquement ou c'est les soirées où vous voyez que c'est complet, qu'il y a encore de la demande et tout ça ou Bah, ça, c'était complet 37 soirs, hein, donc non, en Ouais. fait, moi, je fais les plannings et je vois pour être un peu présent le plus possible, quoi, sur... Alors, donc, c'était que 2 mois, hein, là, l'année prochaine, on va étendre au mois de juin parce que bah, l'idée, c'est de quand même se conformer aux périodes de sensibilité de la faune, donc ce serait dommage de zapper le mois de juin. Même si quand il y a beaucoup de neige, on n'a pas beaucoup de bivouac, mais une année où il n'y a pas beaucoup de neige, on aura beaucoup de bivouac. Donc ça va nous rajouter du job aussi, un mois de plus, mais bon, je pense que c'est important. Et après, on faisait soit surveillance bivouac et après redescente, donc soit avec des vélos, pardon, marche plus vélo sur la piste de la remontée mécanique. Donc, c'est sûr que là, ça fait partir moins tard. On n'a pas forcément tout le monde, mais ben, ça fait que l'avantage, c'est que la personne, elle rentre, enfin, l'agent, il rentre chez lui quand même le soir. Et on a fait aussi des soirées avec nuit sur place. Alors, nous, on comptabilise pas nos tentes. C'est la question s'il fallait qu'on réserve. Ah non, quand même pas. Euh, Sinon, on ne pourrait pas, c'est tout le temps complet. Et puis, ça permet aussi, du coup, d'être aussi présent dès le matin
Euh, et puis, ben, quand on a voilà, un site assez loin d'accès, ben, c'est optimisé un petit peu, quoi, le temps, en tout cas. Voilà. Et vous jumelez pas avec des missions de terrain autres pour être sur place? Alors, si, enfin, il y a toujours d'autres missions sur ce secteur-là, on s'ennuie pas. Mais bon, enfin, sur ce secteur-là, pour le coup, c'est quand même pas mal de la surveillance. On a quelques petites missions autres, mais c'est quand même beaucoup de surveillance. Un peu de réentretien de sentiers. On n'est pas en charge de l'entretien des sentiers, hein, c'est la communauté de communes, mais en fait, ça bouge tellement, enfin, c'est tellement fréquenté aussi en journée que très vite, bah, si le muret il est par terre, en fait, tout le monde va s'engouffrer dedans et du coup, ça peut te créer une nouvelle sente en 3 semaines, quoi. Donc, on fait des murets. On entretient voilà, la partie canalisation, on va dire. Ça, c'est sur le même site, donc ça permet de coupler. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Enfin, on a des mois de juillet à août, on fait beaucoup de surveillance et sensibilisation, les deux ensemble. Mais mm. En septembre, on fait un peu d'autres choses qui diversifient nos missions, heureusement. Faut bien que maintenant, en septembre, les week-ends, on a presque autant de monde qu'en août. Mais, en semaine, moins, déjà. Il y a d'autres questions? Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Nicolas du Parc national de la Vanoise, tu évoquais le travail là, réparti sur l'été. Et est-ce que, à propos des publics, d'un point de vue qualitatif, je dirais, ou des pratiques, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les pratiquants du mois de juillet et du mois d'août? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez un peu à spécifier? Ouais, alors un peu, ouais, un peu. Août, moins connaisseur de la montagne, mais pour le coup, pas plus d'infractions parce que comme, enfin, on va dire moins connaisseur et du coup, peut-être un peu plus attentif à comment bien faire en fait. Ce qui fait que le Hmm. message, il passe presque mieux, entre guillemets, que quelqu'un qui dit, mais non, mais moi je connais, j'ai pas besoin de vos messages. Enfin, voilà ce que je peux dire. Hmm. Et ouais, du coup, pas forcément tellement plus d'infractions. Et bon, alors, je ne sais pas si, mais là, depuis 2 ans, on a une recrudescence de drones. Bon, ça n'a rien à voir avec le bivouac, mais j'en parle quand même vite fait. Et ben, on en a plus en juillet qu'en août. Je ne sais pas pourquoi. Ça reste un mystère. Bon, c'est que 2 années, hein, Ouais, ouais. je- bon. Mais ouais, je sais pas. C'est Merci. vrai que c'est pas le même public, mais c'est pas forcément en août qu'on a le plus de problèmes. Et les tentes abandonnées, c'est presque plus en septembre qu'on en a eu. C'est même pas en août. Non. Merci, ouais, Après, ok. c'est vrai que et la fréquentation, nous, je sais pas si vous avez ça aussi en Vanoise, mais ça s'étale aussi. Là, on a eu un 11 novembre très très beau et on a eu une très forte fréquentation. Donc on peut avoir vraiment du monde jusqu'au 11 novembre. En mai-juin, l'enneigement fait quand même que ça limite, mais ouais, on a du monde un peu plus tard. Il y a d'autres questions? Tu parlais tout à l'heure des calanques, là, tu évoquais le cas des calanques. Eux, effectivement, ils ont mis en place ces systèmes de réservation, mais pour le coup, ils sont aussi carrément allés sur des campagnes de démarketing où ils envoient des photos affreuses, bondées, en disant est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez et tout ça. Est-ce que c'est des trucs auxquels vous avez songé aussi en parallèle de votre Ouais, côté? alors on a commencé à en parler. Alors le mot fait peur en fait dans la vallée de Chamonix. Surtout pour Donc un office du tourisme, j'imagine, faut enfin comme pas. un partenaire comme Oui, ça, et ouais. bien que l'office de tourisme n'est pas l'acteur le moins partant pour quand même faire très attention à ce qu'il communique. Non, on a plutôt de la chance. Euh, Ça va être plutôt les élus, quoi. Mais bon, je pense que c'est aussi une histoire de sémantique pour le coup. Et par contre, on essaie vraiment de commencer à parler avant de dire de diffuser des photos avec du monde, d'arrêter de diffuser des jolies photos avec personne. Voilà, et que tout le monde s'y mette et qu'on commence à communiquer là-dessus. On commence à le faire. Donc voilà, l'office de tourisme, ils font très attention maintenant. Les services de la collectivité, nous évidemment aussi.
Et ben là, on est en train de renouveler le plan de gestion. Il y a un peu des échanges sur est-ce que ben, on commence pas à demander à tout ce qui est image faite par des professionnels. Je crois qu'en Vanoise, ils font ça, bah, demander des sortes de déclarations ou d'autorisation avant de la diffuser ou ce genre de choses sur l'image. Et, hum, et c'est clair qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, quoi. En tout cas, j'en suis convaincue. Après, en termes de moyens à mettre en place, ça sera conséquent, on le sait. Ouais, et puis lutter contre des phénomènes Instagram, c'est pas, enfin, ça se fait pas avec nos Et moyens à nous, quoi. ouais, alors ça, c'est pas évident. Et puis, alors, quelque chose aussi par rapport à l'image où il y a du monde. En fait, la perception du monde, elle dépend vraiment des gens. Et ce qui fait que nous, on a beaucoup communiqué puis je dirais, on va dire 2023, sur le lac Blanc, c'est très fréquenté. Et ce qui fait qu'on fait une petite enquête depuis 2022, on demande aux gens, ben, justement, est-ce qu'ils ont été dérangés, est-ce que ça a affecté négativement leur expérience, la fréquentation? Et en fait, on a 50-50 en fait. C'est pas, alors qu'on le fait que les jours où il y a vraiment du monde, hein. Où il fait beau, uniquement sur le site où il y a du monde, etc. Et donc, c'est pas une majorité des gens. Il y en a beaucoup qui nous disent, eh ben non, mais en fait, moi, je m'attendais à plus. Et donc, on pourrait avoir un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que si on dit, il y a du monde, il y a du monde, les gens, ils y viennent quand même, en fait, c'est ça le souci. Finalement, ils voient qu'il n'y en a pas trop, et du coup, ils pourraient recommuniquer en disant, bah non, finalement, ça va. Donc, je sais même pas comment, enfin, peut-être le mieux, c'est de ne pas communiquer, d'essayer de limiter au maximum la communication, toute forme de communication, quelle qu'elle soit. Je sais pas. Alors, on n'a pas la solution. Et puis, comme tu dis, en fait, on n'a pas la main. Il y a plein de choses. Alors, peut-être on va essayer de travailler avec quelques professionnels qui diffusent des images. Il y a énormément d'images sur lesquelles on n'aura pas du tout la main qui vont se diffuser. Et en plus, enfin, nous, c'est très international, hein. En juillet-août, c'est 2 personnes sur 3 qui ne parlent pas français. Donc, là, on multiplie encore la problématique de la gestion d'image, quoi. Et justement, par rapport à la communication sur les offices de tourisme et tout ça, est-ce que quand ils communiquent sur, je vais dire une bêtise, mais des itinéraires ou votre bivouac à réserver sur la réserve, dans leur publi, ou j'imagine qu'ils publient sur les réseaux sociaux, mais est-ce que là-dedans, ils rajoutent que par contre, on est sur un site avec une réglementation et tout ça? Parce que nous, on a du mal à leur faire mettre ça. Ouais, alors globalement ça va. Alors bon, il y a toujours le souci qu'il faut pas que ça prenne trop de place, enfin, de l'espace que ça prend. Mais ils sont plutôt partants pour communiquer sur le fait que c'est un espace protégé, pour communiquer sur le fait qu'il y a des bonnes pratiques, pour la réglementation, etc. On a plutôt des interlocuteurs ouverts à ça, en tout cas au niveau local. Après, le souci, c'est que on n'est pas sur un site qui a une portée locale. On est sur un site qui a une portée internationale et que tout le reste, on ne gère pas, quoi. Voilà. Mais bon, c'est déjà ça. On a ça et puis on a un très bon appui, comme je disais, du gestionnaire des remontées mécaniques qui nous amène quand même du monde, hein. Donc, bon, c'est pas pour rien non plus qu'ils essaient de faire attention, mais ils font une super communication. Et ce qui fait que les gens qui ont des gros sacs à dos, qui passent par la remontée mécanique, parce qu'il y en a quand même qui font ça, et pas mal, et ben, ils ont systématiquement l'info de la réservation. Vraiment, ils font enfin, ils nous ont fait l'été dernier du quasi systématique. Donc, c'était un super vecteur de com. Parce que ben, pour les personnes qui achètent leur billet, en fait, ils passent devant quelqu'un et du coup, ils leur disaient, ah, bah, regardez, pendant que je vous fais votre billet, flashez le QR code et faites la réservation, tout ça. Donc, ça, c'est utile quand tu as d'autres acteurs. Mais bon, c'est des questions de personnes, de volonté, de tout ça, hein. Chaque territoire va être différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être d'autres remarques? Je vois qu'il y a des collègues qui sont pas forcément des montagnards d'ailleurs. Est-ce qu'en plaine ou dans d'autres contextes, c'est des questions qui se posent aussi? Alors nous, maintenant, les tentes, elles se mettent partout, hein, même des fois au bord de la route. Alors,
Ouais. Ouais, bah oui. Non, mais je pense, ouais, parce que après, il y a des zones de lac ou même de bords de fleuve, enfin, les Ah non, c'est milieux sûr. alluviaux ou ça, enfin, qui pourraient avoir un peu le même genre de problématique. Oui. Il pourrait être concerné, ouais. Ouais. Ok. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions là, on arrive à peu près à l'heure de la fin de cette petite session. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on peut conclure? Bon, En tout cas, bah, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et ouais, comme je disais, bah, l'outil, il pourra être réutilisé. eh ben, merci à tous pour votre participation. Un grand merci Marion pour toutes ces infos. Et puis au plaisir de vous retrouver peut-être sur d'autres cafés des gestionnaires. Merci à toi. Merci bien.